minérale. Au théâtre royal du parc, du vrai théâtre. Bruxelles, au milieu du siècle dernier. Des images d'une cité médiévale. 150 ans plus tard, la capitale de l'Europe. Une ville bouleversée, un catalogue d'erreurs urbanistiques. Comment en est-on arrivé là? Tout commence en 1860. Le bourgmestre Hans Spaak décide de faire disparaître la rivière la Seine et de la transformer en égout. 20 ans plus tard, inauguration du palais de justice le plus grand du monde. Dans le quartier des Marolles, le mot architecte est devenu une insulte. Début de ce siècle, une jonction ferroviaire est ouverte entre la gare du Nord et la gare du Midi. La ville est déchirée en deux. Le chantier s'étalera sur près de 50 ans. « 1958. L'exposition universelle va s'ouvrir. La ville subit une nouvelle série de chocs. Le creusement des tunnels et de la petite ceinture, le triomphe des parkings. La ville se consacre entièrement à la voiture et au bureau. À nouveau, des quartiers populaires sont détruits. Les politiciens et les promoteurs ne cachent pas leur fascination pour New York. En 1974, le quartier nord est rasé pour faire place à un nouveau rêve. Nous ne voulons pas construire des blocs de béton, il faut tâcher de donner une âme et une vie à ces quartiers. L'objectif que je poursuis. Le plan Manhattan ne sera jamais terminé. Mais chez les urbanistes du monde entier, un nouveau mot fait fureur, la bruxellisation. Bruxellisation. Sincèrement, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire. Aujourd'hui encore, Bruxelles subit l'implantation sauvage d'un gigantesque Parlement européen. Quelles sont les forces qui, depuis 150 ans, poussent la ville à se détruire elle-même? Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire d'une enquête qui a duré plusieurs mois. Une enquête journalistique, historique et policière. C'est une histoire incroyable qui pourrait expliquer des événements vieux de plus d'un siècle. Une histoire qui a démarré à Bruxelles, mais qui nous emmènera très, très, très loin. Premier fait troublant, l'abandon des travaux du métro en dessous de la place Louise, en plein cœur de la ville. Il existe bien un premier niveau qui fonctionne normalement, mais ce que peu de Bruxellois savent, c'est qu'il existe un second niveau. Ici, les travaux ont été abandonnés depuis presque 15 ans.
Nous avons commencé ceci en 1979 et nous l'avons terminé fin 81 environ. Vous pouvez me dire pourquoi ils ont été interrompus? Oui, il y a eu un changement de politique dans la politique de déplacement à Bruxelles. Les gros travaux métro ont été abandonnés et actuellement les travaux tournent beaucoup plus vers les travaux de surface. Voilà pour le point de vue officiel. Mais nous avons retrouvé un ouvrier du chantier. Son explication est assez différente. Vous avez travaillé sur le chantier Louise. Est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison vous l'avez quitté? Disons, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de... D'abord, on a entendu des bruits. Des bruits qui venaient de partout, quoi. Vous m'aviez dit que vous aviez entendu des voix. À quoi ressemblaient-elles? Des voix bizarres, mais très fortes. Alors, il part, il vient, mais ils étaient toujours présentes. C'est pour ça que les ouvriers, ils ont pris peur, quoi. Manifestement, il y a quelque chose derrière l'abandon de la station Louise. Mais quoi? Y a-t-il une logique cachée derrière tous ces chantiers absurdes? Logique. Sans doute que dans l'esprit de ceux qui ont commencé certains travaux, il y avait une logique. Et puis le sentiment que j'ai, c'est que cette logique, peu à peu, s'est dissoute. Et on a passé le pouvoir à d'autres. Et puis il y a eu, je dirais, des influences contradictoires. Je vous vois venir. Je parie que vous allez me parler de Bruxelles. Quoi? Bruxelles. C'est quoi ça? Enfin, mademoiselle, quantité de gens viennent me parler de Bruxelles en disant « Vous, l'historien, vous avez dû connaître Bruxelles. » Et ça fait 40 ans que je m'occupe de Bruxelles. Et Bruxelles est une espèce de cité imaginaire comme ça. Et un tas de gens croient qu'elle a vraiment existé. Et on me casse les pieds avec ça, mademoiselle. Et c'est un mythe, c'est une histoire de fou. Et c'est une légende ou bien c'est quelque chose qui s'avère... Davantage qu'une légende, c'est une conviction chez certains Bruxellois, et pas des imbéciles tous, ils y croient. Légende ou pas, ça mériterait qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les traces de ce Bruxelles ne courent pas les rues. C'est aux archives de la ville de Bruxelles que j'ai trouvé une première trace de ce Bruxelles. C'est ça que vous cherchez? Oui, merci. C'était dans un magazine des années 30. Une illustration intitulée « Le palais des trois pouvoirs à Bruxelles ». L'image évoquait le palais de justice. Elle était signée Robert Louis-Marie Labarque, un nom qui ne me disait rien. Mais d'après l'article, certains tableaux de cet artiste étaient exposés au musée d'Ixelles. Il y en avait un, je pense, dans cette salle. Et il a été décroché il y a quelques années. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je devine que les musées débordent d'œuvres, qu'on ne peut pas accrocher tout le monde. Et en tout cas, on ne peut pas accrocher les petits maîtres. Et M. de Labarque est sans conteste un petit maître. Il le savait d'ailleurs de son vivant. Et il avait de gros problèmes pour répondre à des personnalités aussi fortes que Delvaux ou Magritte, qui lui jetaient beaucoup d'ombre. Alors il s'est recyclé dans des illustrations, des imageries populaires, dans un style réaliste, expressionniste, Mazrel, ou en imitant des décors de cinéma dans le style de Métropolis. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est en fait consolé de la peinture. Il avait une véritable passion pour le palais de justice de Bruxelles et il l'a souvent dessiné à sa façon. Bien, est-ce que vous avez aussi entendu parler de Bruxelles?
Mais son sujet favori, ce sont les architectures de Bruxelles, mais il intitulait tout cela des choses de Brussel. Alors, est-ce qu'il n'est pas d'origine flamande, ou bien est-ce qu'il était influencé par la langue flamande, on dit Bruxelles, ou bien ce serait méchant pour lui de dire qu'il avait une très mauvaise orthographe et qu'il avait fait constamment cette faute. Ça m'étonnerait quand même. Je n'ai pas eu de mal à retrouver des traces de ce Delabarque. Né en 1885 et mort en 1958, il avait vécu toute sa vie à Schaerbeek. Il y a plus pour ici, hein? Sa maison personnelle et son atelier ont été rasés. Mais dans le grenier d'une de ses nièces, j'ai retrouvé pas mal d'affaires qui lui appartenaient. Il y avait notamment de nombreux documents sur le palais de justice. Ce palais était décidément une obsession chez lui. Il en avait même dessiné un plan. Dans ses albums de photos, on le voit faire des croquis sur les chantiers de la jonction Nord-Midi. À l'époque, c'était le plus grand chantier de la ville. À première vue, rien d'extraordinaire dans ce film de famille. On voit l'artiste au travail dessinant son éternel palais. Difficile de se faire une idée de ses dessins. Je voulais savoir ce que Delabarque pouvait bien raconter, et je me suis livrée à une petite expérience. J'ai montré le film à une personne capable de lire sur les lèvres. Palais. Palais. 3. Pouvoir. Pouvoir. Toi, tu vas chercher, chercher, oui, découvrir, chercher, oui. Le secret dans architecte. Poulard. Ah oui, oui. Lui, il va chercher Delabarque, il va chercher le secret dans le palais. Okay. Okay. Voici à peu près ce que Delabarque dit à ses enfants. Il y a dans ce palais quelque chose que personne ne peut connaître, mais que moi j'ai découvert. Un jour, nous irons ensemble dans le palais des 3 pouvoirs et je vous montrerai de quoi il s'agit. Ce palais de justice et son architecte Joseph Poulard ont en effet de quoi intriguer. Le palais, qu'on voulait le plus grand du monde, a d'abord fait l'objet d'un concours. Poulard était membre du jury, mais après avoir écarté tous les candidats, il a sorti de ses cartons un projet auquel il travaillait depuis 10 ans et qui a émerveillé ses confrères.
La construction du palais s'est étalée sur plus de 20 ans et a vidé les caisses de l'État. Poulart n'a jamais vu le palais terminé. Il est mort en 1879, 4 ans avant l'achèvement des travaux. On dit qu'il était devenu fou. Il y a beaucoup de points obscurs dans l'histoire du palais, à commencer par l'absence de plan d'origine. Là aussi, il y a un aspect mystère qui intervient, puisque déjà de son vivant, il n'y a pas eu de plan définitif lors de la remise du projet. Donc à chaque fois, c'était des plans, mais qui étaient constamment remaniés. Poulart travaillait essentiellement la nuit et il revenait constamment sur ses plans parce qu'il n'en était pas satisfait. Et lorsque le ministère de la Justice lui demandait des plans précis, définitifs, eh bien, il en a envoyé, pour avoir la paix, il en a envoyé plusieurs, ou même il a été jusqu'à dire, eh bien non, je n'en ai pas. Et comme on ne pouvait pas se permettre, vu l'ampleur des travaux, de changer d'architecte, on est resté avec Poulart et l'incertitude de ces plans. Alors, il y a des plans, bien sûr, qui ont existé, même s'ils n'étaient pas toujours aboutis, mais ces plans existants ont disparu en 1944, lorsque les Allemands ont brûlé les archives dans le palais de justice. Alors maintenant, on n'a plus de traces, on n'a plus rien. Depuis toujours, le mystère Poulart a suscité d'étranges passions. Par exemple, celle de l'écrivain Pierre Lidiot dans les années 60. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, 2 nouveautés. Avec la parution chez Julliard de Château en Suède, la première pièce de Françoise Sagan. Françoise Sagan que j'aurai le plaisir d'ailleurs de recevoir dans quelques instants. Mais pour commencer, un jeune auteur belge, Pierre Lidiot, qui vient nous parler de son premier ouvrage. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier aux éditions du Passage le dossier B, un livre inclassable, où le palais de justice et son architecte Poulart ont des rôles essentiels. Alors, pourquoi cet intérêt pour ce bâtiment démesuré et, disons-le, finalement, d'assez mauvais goût? Le palais de justice n'est pas du tout de mauvais goût, au moins à mon avis. Le bourgmestre Anspach, il y a à peu près 100 ans, disait « Ce monument sera le plus beau, pour ne pas dire le seul, de tout le 19e siècle ». Anspach avait même souhaité que la dépense soit la plus élevée possible, pour qu'on ne puisse pas reprocher à la ville de Bruxelles d'avoir péché par mesquinerie. Oui, sur ce plan-là, on peut dire qu'il a été exaucé. Mais qu'est-ce qui, aujourd'hui, en 1960, vous paraît encore actuel dans ce palais de justice? C'est une œuvre ésotérique, je dirais même initiatique. Bon, chacun sait que Poulart était franc-maçon. Mais, bon, le palais, c'est évident, est constellé de signes maçonniques, de symboles, de chiffres. Mais tout cela, voyez-vous, ce n'est à mon avis qu'une sorte de façade, de couverture. Oui. La vérité, c'est que Poulart était obsédé par la notion de passage. Je ne sais pas si nos téléspectateurs pourront vous suivre sur ce terrain. Oui, évidemment. Je sais que cette interprétation dérange. Pourtant, les preuves sont là, irréfutables. Et pensez au fait que Poulart refusait de montrer les plans du palais, que lorsque les parlementaires insistaient pour les avoir, il les inondait de dessins de toutes sortes, contradictoires. En réalité, le palais de justice avait un but secret. Poulart voulait relier la ville de Bruxelles à une ville parallèle à laquelle il croyait, Bruxelles. Et c'est la recherche de ce passage qui explique les appuis très haut placés dont il a bénéficié pendant toute la construction. Oui, oui. Et ce passage, où se situerait-il? Je ne vais pas l'expliquer comme cela devant vos caméras, alors que j'ai mis 268 pages dans mon livre à faire sentir toute la complexité de ce dossier. Je crois que les recherches seront encore longues, le travail est complexe si on veut approcher... Nous n'en doutons pas. En tout cas, merci Pierre Lidiot. Et je rappelle le titre de votre livre, le dossier B. On pourrait prendre ce Pierre Lidiot pour un fou. Mais le palais lui-même nous réserve encore quelques surprises.
Alors actuellement, il serait intéressant de faire des recherches dans les fondations du palais de justice, parce que ça, c'est de la main de Poulart, alors que toute la partie supérieure a été achevée par d'autres architectes. Et il semblerait que dans ces fondations, on ait les éléments d'un labyrinthe, donc d'un parcours initiatique franc-maçon. Poulart aurait-il caché ce fameux passage secret dans les sous-sols de son palais? J'ai repris le plan dessiné par Delabarque et j'ai suivi les itinéraires qu'il y avait tracés. Ils m'ont tous conduite à des impasses, des couloirs sans issue, des grillages dont on n'avait soi-disant pas les clés. Des escaliers entiers ont été murés. Ces dernières années, le palais de justice et en particulier les sous-sols ont subi des transformations importantes. Le gardien-chef, pourtant, reste discret sur ses travaux. Ja, maar het is een reglement en daar mogen we niet over spreken. En in de koepel? In de koepel ook niet. Ook Ik kan niet zeggen. Ik kan niet zeggen. Ik weet, maar ik mag niet zeggen. Les lieux que j'ai traversés dans le palais de justice avec les plans de Delabarque correspondent à des photos de Pierre Lidiot vues dans l'émission littéraire Le Temps et les œuvres. Comme si lui aussi avait eu les plans en main et comme si, à 30 ans de distance, nous les avions suivis, lui et moi. Y aurait-il une filiation entre Delabarque, le dessinateur oublié, et Lidiot, l'écrivain illuminé? Auraient-ils pu se rencontrer? Un seul moyen pour le savoir, lire le livre de Pierre Lidiot. Dossier B. Ah non, mademoiselle, nous n'avons pas ce livre. Et vous pouvez pas me dire où je peux le trouver? Non, mademoiselle, non. Le livre de Pierre Lidiot est devenu introuvable. Son éditeur a fait faillite, l'auteur aurait disparu. C'est ici que vous travaillez? Oui, oui. Attention. Je vous donne... Merci. Pardon. Heureusement, il reste quelques traces de lui dans un recoin des archives. Comme vous voyez, M. Lidiot s'est intéressé beaucoup aux grands travaux qui ont transformé Bruxelles à l'occasion de l'Expo de 58. Vous voyez devant le Mont des Arts, là. Ici, les bas-fonds. Et la Maison du Peuple. C'est quand même curieux, tous ces endroits ont disparu aujourd'hui. Ah oui, c'est évident qu'ils ont disparu. C'est pour ça que M. Lidiot s'est intéressé. Mais qu'est-ce qu'il cherchait sur tous ces chantiers? Le passage, évidemment. D'abord, il fallait le trouver au palais de justice, et puis après, il s'est mis dans la tête qu'il y avait encore des autres endroits dans la ville. C'est pour ça qu'il a commencé son film. Quel film? Ben, j'ai mes archives, moi, moi. Et la plus belle pièce de ma collection, c'est le film de M. Lidiot. Qu'il a commencé à tourner, mais il n'a pas pu la terminer. C'est avec une bobine. Il a tourné au musée Wirtz. Vous connaissez le musée Wirtz? De tous les artistes incompris qui ont vécu à Bruxelles, Antoine Wirtz, né en 1806, mort en 1865, est l'une des figures les plus remarquables, les plus singulières.
Wiertz arrive à Bruxelles en 1845, déçu par l'accueil réservé à ses toiles à Paris. Un de ses tableaux a fini comme l'eau dans une tombola. Et très vite, bien qu'anarchiste, il parvient à obtenir du ministre de l'Intérieur, Charles Rogier, la construction d'un immense atelier fait pour lui. Haut de près de 13 mètres, atelier où vont pouvoir s'inscrire toutes ses compositions. En échange, en contrepartie, il lègue à l'État par avance toute son œuvre peinte. Baudelaire se moque de lui, Baudelaire le détestait et dit « Qu'est-ce que la Belgique va pouvoir faire de tout ça ?» Incroyable aveuglement des critiques qui n'ont rien vu alors que tout était dit, tout était montré par Wiertz. Ce tableau, singulier entre tous, cette porte entrebâillée peinte à même le mur, ne dit-elle pas que le véritable thème de l'œuvre wirtzienne, c'est le passage vers un ailleurs qui est peut-être Bruxelles. Et comme pour souligner, Wiertz nous peint juste à côté une clé, clé de cette porte, clé de son œuvre, clé jusqu'ici, inaperçue. Allons, Bruxelles, lève-toi. Deviens la capitale du monde et que Paris, pour toi, ne soit qu'une ville de province. Tel est le cœur du message wirtzien. Wiertz qui a inscrit cette phrase à l'entrée même de son musée. Wiertz qui, le premier, véritable visionnaire et prophète, a parlé de Bruxelles comme de la capitale de l'Europe. Bruxelles, capitale de l'Europe. Wiertz ne croyait pas si bien dire. Le musée Wiertz occupe une place étonnante à Bruxelles. Il est situé en plein cœur des gigantesques travaux du Parlement européen. Quand nous sommes retournés voir le bibliothécaire Henri Van de Belle, il a brusquement changé d'attitude. Monsieur, c'est juste quelques questions. Vraiment, quelques questions, ça ne durera pas longtemps. Il était bizarrement réticent à parler devant la caméra. Mais il est redevenu bavard quand il a cru l'interview terminée. C'est quand même incroyable ce musée Wiertz qui est comme ça debout au milieu des gigantesques travaux. C'est évident. Wiertz fait partie de la secte. Poulart aussi d'ailleurs. Je crois même que ces deux-là étaient les membres fondateurs de la secte. Quelle secte? Vous ne savez pas? C'est la secte qui croit à l'existence d'une deuxième ville, parallèle à celle de Bruxelles. Je ne comprends pas. Ben, c'est comme s'il y avait deux villes, et l'un est ancré dans l'autre. C'est comme le reflet d'un miroir. Un reflet vivant, quoi. Vous comprenez? Vous y croyez, vous, à toute cette histoire? C'est pas n'importe quelle histoire, mademoiselle. Il y a eu des travaux là-dessus. Il y a eu le bouquin de James Welch. Et puis, moi-même, j'ai fait mes recherches. Ça fait des années que je fouille dans la ville, à toute la direction. Mais jusqu'ici, j'ai... Vous filmez ça? Il faut pas filmer. Il faut pas filmer ça. Henri Van de Belle n'a plus rien voulu ajouter. Mais il en avait dit trop ou trop peu. J'ai essayé d'avoir d'autres avis sur cette histoire de ville parallèle. De toute façon, c'est jouable. J'ai pris contact avec Christian van der Velde, l'explorateur des sous-sols bruxellois. D'abord, j'ai retrouvé un grand souterrain. Et puis, j'ai commencé à chercher rue par rue, maison par maison, cave par cave, en vérifiant s'il y avait une entrée de souterrain, s'il n'y avait pas d'entrée de souterrain. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé 41 km de souterrain et pratiquement 74 entrées, et sans y un site inconnu. Certains souterrains ont eu 4 époques de construction.
Et quand on y va la première fois, on ne comprend pas très bien pourquoi il y a des briques dites espagnoles, des briques de 1700.